Le témoin silencieux de cette tragédie ne se trouve pas sur la terre ferme, mais émerge des profondeurs glaciales du fleuve Saint-Laurent. C'est une tour d'horloge, massive, orgueilleuse, dont le carillon de Westminster résonne encore sur les eaux sombres, séparant l'Amérique du Canada. La légende locale, murmurée par les marins depuis plus d'un siècle, prétend que son mécanisme est forgé dans l'or massif. Un mensonge doré pour masquer une réalité de pierre et de sang. Lorsque la brume se déchire entre les mille îles, le château de Singer surgit comme un cauchemar médiéval égaré dans le Nouveau Monde. Des tourelles de granit s'élèvent vers un ciel souvent gris, coiffé de tuiles rouges qui évoquent des plaies ouvertes sur l'horizon. Ce n'est pas une demeure, c'est une déclaration de guerre contre l'anonymat. Ici, le silence n'est jamais vide. Il est peuplé par l'écho d'une ambition dévorante qui a fini par consumer ses propres architectes. Derrière ces murs de forteresse se cachent 28 pièces où le luxe n'est qu'un décor de théâtre pour une pièce macabre. Le visiteur s'émerveille devant les foyers en marbre et les armures médiévales qui montent la garde dans le grand hall. Il ignore que sous ses pieds, une trappe dérobée mène à un donjon où l'air est aussi lourd que le regret. Dans la bibliothèque aux boiseries de noyer, un livre spécifique, s'il est tiré, n'offre pas de savoir, mais libère un mécanisme occulte. Les murs pivotent, des passages secrets s'ouvrent sur les entrailles de la bâtisse. C'était le domaine des ombres. Les domestiques y glissaient sans bruit, invisibles, observant les invités à travers des grilles de cuivre. Chaque secret murmuré lors d'un dîner mondain finissait dans l'oreille du maître des lieux. La vie privée n'était qu'une illusion. Le château était un panoptique de pierre, conçu pour une paranoïa dorée. Mais ce que les guides ne racontent pas, ce sont les spectres qui hantent encore ces couloirs étroits. On parle de cet industriel parti de rien, dont la fortune devint si colossale qu'elle finit par attirer la mort comme un aimant. On murmure le destin des enfants, héritiers d'un empire trop vaste, qui se déchirèrent pour des lambeaux de patrimoine avant que la poussière ne recouvre leur nom. On évoque les cargaisons d'alcool de contrebande qui transitaient par ici durant la Prohibition, transformant ce palais en une plaque tournante du crime élégant. La splendeur n'est que la couche supérieure d'un abîme de trahison familiale et de décadence inévitable. Tout commence loin de ce fleuve majestueux, dans l'austérité d'une maison de Boston, le 20 décembre 1851. Frederick Gilbert Bourne naît sous le signe du devoir et de la piété. Son père, le révérend George Washington Bourne, est un homme de Dieu dont la parole est une loi d'airain. Sa lignée est celle des patriotes, des hommes qui ont versé leur sang pour l'indépendance américaine. Sa mère, Harriet, l'élève dans la rigueur des valeurs de la Nouvelle-Angleterre, la discrétion, l'effort et cette froideur émotionnelle qui sert d'armure contre le monde. Le destin de Frédéric bascule lorsque la famille s'installe à New York. Il a 9 ans. La métropole est un monstre en pleine croissance, un chaos de boue, de vapeur et d'acier. Boston était raffiné, New York est brutal. Dans ce tumulte, le jeune Frédéric ne cherche pas la piété de son père, mais une autre forme de salut. Il ressent une faim. Ce n'est pas la soif d'or des pionniers de l'Ouest, mais une avidité intellectuelle, une obsession pour les engrenages, les systèmes et les machines. Il veut comprendre comment le monde fonctionne pour mieux le posséder. À 11 ans, sa voix s'élève déjà dans le chœur de l'église Holy Trinity. On le décrit comme un enfant étrange, dévorant des traités de mécanique et d'histoire pendant que les autres jouent dans les ruelles. Il observe les machines à vapeur avec une fascination presque religieuse, mais les livres n'offrent aucun rempart contre la réalité sociale. En 1872, la mort fauche son père, laissant derrière elle une veuve et des sœurs sans ressources. Le patriarcat divin s'effondre. Frederick Gilbert Bourne n'a que 14 ans lorsque l'enfance lui est arrachée. À l'âge où l'on rêve d'avenir, il doit porter le poids d'une famille entière sur ses épaules encore frêles. Il quitte l'école pour l'un des métiers les plus dangereux et les plus sombres de l'époque. Il rejoint l'Atlantic Submarine Wrecking Company. Son quotidien n'est plus la musique sacrée, mais le sel, la rouille et le fracas des épaves. Il travaille au milieu des décombres maritimes, là où l'on arrache aux profondeurs ce que l'océan a tenté de réclamer. Il apprend une leçon qu'il n'oubliera jamais. La fortune se bâtit souvent sur les ruines des autres.
Chaque navire qui l'aide à remonter à la surface renforce sa conviction que rien n'est permanent, sauf la volonté. Il manipule le fer froid, respire l'odeur du mazout et de la décomposition, tout en sachant que ce n'est qu'une étape. Il n'est pas un simple ouvrier, il est un prédateur en formation, observant comment les empires maritimes s'effondrent pour mieux construire le sien, plus haut, plus fort, plus imprenable. Mais pour ériger une forteresse capable de défier le temps, il lui faudra bien plus que du courage physique. Il lui faudra une machine capable de conquérir le monde, foyer après foyer. Le travail est une morsure quotidienne. Frédéric ne se contente pas de survivre. Il dévore chaque tâche avec une fureur silencieuse. Il enchaîne les postes de caissier, de comptable et de clerc à la Mercantile Library de New York, manipulant des registres dont l'encre semble tacher ses doigts autant que la pauvreté tache son nom. Chaque centime, économisé, est une pierre posée sur l'édifice de la survie de sa mère et de ses sœurs. Il vit pour les autres, s'oubliant dans les chiffres et la poussière des bibliothèques, mais son sang porte un héritage que la misère n'a pu étouffer. La musique. Cette passion, héritée d'un père prédicateur, devient son unique luxe. Il rejoint le Mendelssohn Glee Club, un sanctuaire de l'élite musicale new-yorkaise, sans se douter que l'harmonie des voix sera le prélude au plus grand braquage social de sa vie. C'est entre deux partitions qu'il croise le regard d'Alfred Corning Clark. Alfred n'est pas un homme ordinaire. Il est l'héritier d'un empire bâti sur l'acier et la sueur des femmes du monde entier. Son père, Edward Clark, a cofondé la Singer Sewing Machine Company avec l'inventeur Isaac Merritt Singer. Ils ont transformé une aiguille en une arme de conquête mondiale, libérant les femmes de la couture à la main pour mieux les asservir à la consommation de masse. Entre le clerc besogneux et l'héritier mélancolique, une amitié improbable se noue. Alfred voit en Frédéric ce que la haute société a perdu. Une éthique de travail brutale, une vision claire et une intégrité qui ressemble à une armure. Il comprend que Frédéric est l'homme de fer dont sa famille a besoin pour protéger son or. En 1880, le destin bascule par une recommandation. Alfred convainc son père de confier à Frédéric la direction de la construction d'un projet insensé sur l'Upper West Side, le Dakota. Ce n'est pas qu'un immeuble, c'est un manifeste architectural surplombant Central Park. Frédéric s'immerge dans le chantier, gérant des centaines d'ouvriers, jonglant avec les caprices des architectes et les retards de livraison. Le Dakota s'élève, étage après étage, comme l'ambition de Bourne lui-même. Pendant qu'Alfred voyage à l'étranger pour fuir le poids de son nom, Frédéric prend sa place dans les conseils d'administration. À seulement 20 ans, il s'assoit à la table des monstres sacrés de l'industrie américaine. Il observe leurs tics, leurs faiblesses, leurs morgues. Il n'est plus le choriste, il devient le chef d'orchestre des ombres. La mort d'Edward Clark en 1882 achève la métamorphose. À 31 ans, Frédéric est nommé gestionnaire de la fortune colossale des Clark. 3 ans plus tard, il est secrétaire de la Singer Manufacturing Company. En 1889, à l'âge de 38 ans, l'ancien petit employé devient le 5e président de Singer. L'enfant qui n'avait rien possède désormais les clés de la première véritable multinationale moderne. Mais il ne veut pas seulement diriger, il veut posséder le futur. Sous son règne, de 1889 à 1905, Bourne réinvente la cupidité. Il ne vend pas seulement des machines, il vend du crédit. Il invente le paiement par mensualité, une innovation diabolique qui permet aux familles modestes de s'endetter pour une machine Singer. C'est un coup de génie machiavélique. Il libère économiquement les femmes tout en les enchaînant à sa propre banque. Il intègre verticalement l'entreprise, contrôlant chaque étape, de la forêt d'où vient le bois jusqu'à l'acier des aiguilles. Rien ne lui échappe. Il fait ériger le Singer Building à Manhattan, un gratte-ciel qui, en 1908, écrase le monde de sa hauteur. C'est une tour de Babel, dédiée à sa propre gloire. Lorsqu'il prend sa retraite en 1905, Frédéric Bourne contemple une fortune personnelle de 43 millions de dollars. Aujourd'hui, cela représenterait plus d'1 milliard de dollars de pur pouvoir. Il a réussi. Il a vaincu la faim. Il a vaincu New York. Il a vaincu le temps. Mais alors que l'argent coule à flot, une ombre s'étire sur ses accomplissements. Car plus on monte haut, plus la chute est silencieuse.
Pour couronner cette ascension insolente, il lui faut un trône à la mesure de son ego, un lieu où il pourra se cacher du monde qu'il a conquis. Ce lieu sera Dark Island, un rocher perdu où il compte enfermer ses rêves de grandeur. Avant de découvrir comment cette forteresse de pierre est devenue le théâtre d'une tragédie familiale que l'argent ne pouvait empêcher, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer. Le prix à payer pour une telle fortune dépasse souvent le simple cadre financier, et Frederick Bourne s'apprête à découvrir que les murs les plus épais ne protègent jamais du malheur. L'appétit de Frederick Bourne ne connaissait plus de limites terrestres. À New York, il ne se contentait pas d'un simple logement au Dakota. Il en occupait tout le premier étage, un bastion de 1000 mètres carrés où il pouvait surveiller Central Park comme un monarque observe son jardin. À Long Island, son domaine d'Indian Neck Hall s'étendait sur 2000 acres de démesure, défiant la propriété voisine d'Idlehour, appartenant à William Kissam Vanderbilt. Ce n'était plus de l'habitation. C'était une course à l'armement social. Il possédait une réserve de chasse à Montauk, un appartement exclusif au Jekyll Island Club en Géorgie, là où les véritables maîtres de l'Amérique décidaient du sort des nations entre 2 verres de cognac. Mais tout cela ne suffisait pas à apaiser cette soif de sanctuaire, ce besoin viscéral de s'isoler derrière des remparts que même le scandale ne pourrait franchir. En 1902, il acheta un éclat de roche stérile, un fragment de solitude baptisé Dark Island, perdu dans le labyrinthe aquatique des 1000 îles. Bourne ne cherchait pas une simple résidence d'été. Il exigeait une incarnation de ses obsessions, la musique, l'ingénierie et le secret. Il fit appel à son architecte fétiche, Ernest Flagg, un génie formé à l'école des Beaux-Arts de Paris, capable de marier l'élégance française à la brutalité industrielle américaine. Flagg cherchait une étincelle, un récit pour habiter cette pierre. La légende raconte que la révélation vint d'une lecture nocturne. Sa femme lui lisait Woodstock, un roman historique de Sir Walter Scott, publié en 1826. Le livre décrivait le palais de Woodstock dans l'Oxfordshire. Un labyrinthe de tunnels dissimulés, de passages souterrains et de donjons destinés à protéger les secrets des rois. Flagg comprit immédiatement que c'était là le désir inavoué de Bourne. Il n'allait pas construire un château, mais une énigme habitable. Le palais original de Woodstock avait été rasé durant la guerre civile anglaise, remplacé plus tard par le palais de Blenheim, la même où Consuelo Vanderbilt, la fille du voisin de Bourne, allait gâcher sa vie dans un mariage de convenance avec le duc de Marlborough. Ces liens entre les titans du Gilded Age et l'aristocratie européenne n'étaient pas que symboliques, ils étaient tissés de sang et de dollars. Mais Frederick Bourne refusait la simple copie. Il exigeait l'originalité absolue, une forteresse qui n'avait jamais existé que dans l'imaginaire d'un écrivain écossais. Flagg transforma les descriptions littéraires en plans techniques, donnant naissance à ce que la presse appellerait bientôt le Château des Mystères. Le chantier, entamé au printemps 1903, fut un déploiement de force brute. Plus de 100 maîtres maçons furent enchaînés à la tâche, travaillant sans relâche sous les hivers polaires et les étés suffocants du Saint-Laurent. Le granit rose, l'ossature même du château, fut arraché aux carrières d'Oak Island. On fit venir du grès de Hammond et des tuiles de toit d'un rouge sang importé directement d'Espagne. Des artisans italiens furent recrutés pour sculpter les voûtes du grand hall, créant un décor digne d'une cathédrale dédiée au profit. L'île elle-même, nommée Dark Island à cause de sa silhouette noire de pins géants se découpant sur l'eau sombre, était une terre ingrate. La roche n'offrait aucun terreau pour la vanité des jardins. Bourne fit alors l'impensable. Il fit transporter par barge plus de 2000 chargements de terre végétale depuis le Canada. Il fit littéralement déplacer un pays pour recouvrir la pierre nue et permettre à ses fleurs de pousser sur un sol étranger. Le coût de cette folie frôla les 500 000 $ de l'époque, soit l'équivalent actuel de 15 millions de dollars injectés dans une structure de 5 étages, couronnée par une tour d'horloge impérieuse. C'était un monument à la démesure, un château dont les murs de granit dissimulaient des veines de vide, les passages secrets. Mais le luxe a une odeur, celle de la solitude. Bourne avait bâti un coffre-fort pour sa famille, ignorant que les forteresses les plus imprenables sont souvent celles qui enferment le malheur à l'intérieur. Frederick Gilbert Bourne s'éteignit en 1919,
laissant derrière lui une dynastie qui allait s'entre-déchirer pour les restes de son empire. Ses enfants, nés dans l'opulence indécente de Dark Island, ne connurent jamais la fin qui avait forgé leur père. Ils ne connurent que la convoitise. Le château, autrefois symbole de puissance, devint le témoin muet de la chute des Bournes. Les carillons de Westminster continuent de sonner toutes les 15 minutes, un rappel mécanique que le temps dévore, même ceux qui croyaient l'avoir acheté. Aujourd'hui, les touristes parcourent les couloirs où les domestiques épiaient autrefois les maîtres, cherchant un frisson dans les passages secrets. Ils admirent la vue sur le fleuve, sans voir les ombres de ceux qui ont tout sacrifié pour un trône de pierre sur une île déserte. Le témoin silencieux, cette horloge de granit dont la légende prétendait qu'elle cachait de l'or, reste là, imperturbable. Elle ne garde aucun trésor, si ce n'est la preuve que l'ambition humaine finit toujours par se heurter à la froideur de la roche. On bâtit des châteaux pour tromper la mort. Mais à la fin, il ne reste que la pierre, le vent et le silence de ceux qui ont trop voulu posséder. On peut bien recouvrir le granit de terre canadienne et de fleurs éphémères, la nature profonde de l'île finit toujours par reprendre ses droits, tout comme l'oubli finit par effacer les noms gravés dans le marbre. 4 visages d'horloges colossaux, chacun mesurant près de 2 mètres de diamètre, scrutent les 4 points cardinaux depuis le sommet de la tour. Ils ne regardent pas le temps passer, ils le dominent. Toutes les 15 minutes, le carillon de Westminster déchire le silence du fleuve Saint-Laurent, un rappel mécanique que chaque quart d'heure appartient à Frédéric Bourne. La rumeur populaire, alimentée par la jalousie et l'effroi, prétendait que ces cadrans étaient d'or massif. C'était faux, bien sûr. Mais Bourne ne fit jamais rien pour démentir cette fable. Il préférait que le monde croie à son arrogance dorée plutôt qu'à la froideur de sa solitude. Sous ce dôme de métal, le château abrite 28 chambres, 10 cheminées monumentales et 8 salles de bain, mais c'est le labyrinthe de veines invisibles courant entre les cloisons qui aurait rendu Sir Walter Scott lui-même blême de jalousie. L'arrivée sur Dark Island est un rituel d'intimidation. Lorsque le yacht à vapeur de 30 mètres de Bourne s'amarrait dans le hangar nord, les invités devaient gravir des marches de pierre brute avant de se heurter à une porte de chêne massive. Franchir ce seuil, c'était entrer dans le grand hall, une cathédrale privée de 12 mètres sur 10. Ici, les maçons italiens ont sculpté des voûtes si complexes qu'elles semblent prêtes à s'effondrer sous le poids de leur propre splendeur. Des piliers de pierre et des arches sombres encadrent la pièce, dominée par une cheminée de marbre où brûlait un feu qui ne parvenait jamais à réchauffer l'atmosphère. Exactement comme dans le roman Woodstock, des armures de soldats normands, armés de masses et d'épées géantes, montent la garde dans chaque angle. Ces sentinelles de fer, avec leurs boucliers à pointe et leurs cottes de mailles, ne sont pas là pour décorer. Elles sont là pour rappeler à quiconque entre que, dans cette demeure, on est constamment sous surveillance, même par des yeux qui n'existent plus. Le véritable prodige de Singer Castle ne réside pas dans ce qui s'étale sous le regard, mais dans ce qui rampe derrière les boiseries de noyer de la bibliothèque. Pour l'invité distrait, ce n'est qu'une pièce feutrée, remplie de volumes reliés en cuir et de l'odeur rassurante du vieux papier. Mais à côté de la cheminée de marbre, une étagère cache un secret mécanique. Il suffisait de tirer un livre précis pour que le mur pivote sans un bruit, révélant l'entrée d'un réseau de couloirs étouffants. Ce n'était pas un simple caprice architectural, c'était un système nerveux occulte. Les serviteurs y circulaient comme des spectres, apparaissant brusquement pour remplir un verre avant de s'évanouir dans les parois. On n'entendait jamais leurs pas, on ne voyait jamais leur visage. Ils étaient les ombres d'un maître paranoïaque qui voulait un service parfait sans avoir à supporter la vue de la classe ouvrière. La trahison était inscrite dans la décoration même. Dans le salon de réception, un portrait de Charles II d'Angleterre trône au-dessus de la cheminée. Mais le roi a un regard oblique. Le tableau peut être basculé vers l'avant depuis l'intérieur du mur, permettant à une personne dissimulée dans les passages secrets d'observer les invités à leur insu. Chaque confidence murmurée, chaque geste de mépris ou chaque complot esquissé sous l'influence du vin était capté par une oreille cachée derrière la toile. Partout dans le château, des grilles d'observation camouflées permettaient au patriarche de sonder l'âme de ses proches. L'intimité était une monnaie qui n'avait pas cours sur Dark Island. Le contraste est brutal dans la salle du petit déjeuner, inondée de lumière par de grandes fenêtres gothiques. Là, le monde moderne semble frôler la forteresse.
Les énormes cargos du Chenal International passent à moins de 30 mètres des fenêtres, leurs coques d'acier paraissant presque assez proches pour être touchées. C'est un rappel constant que l'empire de Bourne repose sur le commerce mondial, sur ces machines qui traversent les océans. Mais plus on s'enfonce dans les ailes de service, plus l'air se raréfie. La cuisine, reliée à la salle à manger par un monte-charge et un escalier en colimaçon, est connectée par un tunnel souterrain permettant au personnel de livrer les repas sans jamais croiser le regard des convives. Mais le clou de cette architecture de la méfiance se trouve dans le bureau de la tour de Frédéric. Dissimulé dans le plancher, une trappe s'ouvre sur un véritable donjon. Un trou noir creusé dans les fondations, froid, humide, médiéval. Certains disent que Flagg voulait simplement pousser la fidélité littéraire à Woodstock jusqu'au bout. D'autres murmurent qu'on y cachait de l'alcool pendant la Prohibition, ou pire, des secrets que la famille Bourne n'a jamais osé consigner par écrit. Pour Frédéric, son épouse Emma et leurs enfants, Dark Island devait être un paradis, un rempart contre la laideur du monde. Mais le paradis construit sur le secret et la surveillance finit toujours par devenir une prison. Frédéric Gilbert Bourne s'est éteint en 1919, laissant derrière lui une forteresse vide et une fortune qui allait déchirer ses héritiers comme des loups sur une carcasse. Aujourd'hui, les passages secrets sont ouverts aux curieux. Mais l'odeur de la paranoïa flotte toujours entre les murs de granit. Le témoin silencieux, cette tour dont les cloches continuent de marquer le temps, n'a plus personne à commander. Elle ne fait que décompter les siècles qui nous séparent d'une époque où l'on pensait que l'or pouvait acheter le silence éternel. Le château de Singer reste là, une anomalie de pierre sur un fleuve indifférent, rappelant que les rêves les plus grandioses sont souvent les plus hantés. L'argent ne possède pas de pouls, et Frédéric Bourne l'a pris de la manière la plus cruelle qui soit. Malgré une fortune capable d'acheter des archipels entiers, il regarda la mort s'inviter 4 fois dans les chambres d'enfants de ses manoirs. Frédéric Junior, Louisa, Kenneth et Hélène furent les premiers tributaires d'une malédiction que le luxe ne pouvait corrompre. Ils moururent jeunes, laissant derrière eux des parents dont le cœur n'était plus qu'une mosaïque de cicatrices dissimulées sous des costumes de soie. 9 enfants survécurent: Arthur, May, Marianne, Alfred, Florence, George, Marjorie et Howard, devenant les piliers d'un monde que Frédéric s'efforçait de rendre imprenable. Pour oublier le silence des berceaux vides, Bourne se tourna vers l'immensité de l'eau. Il ne naviguait pas, il régnait. Commodore du New York Yacht Club entre 1903 et 1905, il finançait les défis de l'America's Cup avec la désinvolture d'un homme pour qui le métal précieux n'était qu'un accessoire. Sa flotte de vapeur était une armada de vanité. À Dark Island, la démesure flottait. 5 canots à moteur, 3 skiffs et 2 canoës étaient en permanence prêts à fendre la surface sombre du Saint-Laurent, sans compter les mastodontes d'acier amarrés dans les hangars monolithiques. L'isolement n'était qu'une façade pour une vie sociale d'une intensité prédatrice. Frédéric possédait les 2 tiers de l'île voisine, Ice Island, qu'il utilisait comme un terrain de jeu pour le sang et la poudre. Des trains privés, symboles ultimes de l'arrogance du Gilded Age, transportaient depuis New York des cohortes de 15 invités triés sur le volet. Industriels, financiers, artistes. On y voyait Cornelius Vanderbilt, Vincent Astor ou encore le redoutable J.P. Morgan, échangeant des secrets d'État entre 2 tirs de fusil. Son voisin, le célèbre peintre Frederick Remington, pouvait entendre depuis son atelier le vacarme de la construction du château, une symphonie de marteaux-piqueurs qui annonçait l'arrivée d'un nouveau maître. Ils revenaient de la chasse les mains rouges, fêtant leur trophée dans une salle cerclée de passages secrets où les domestiques écoutaient, invisibles, les confidences des hommes les plus puissants de la planète. Le centre de cet univers n'était pas le profit, mais Emma Sparks Killer Bourne. Petite fille du Commodore Davidson, elle était l'encre de Frédéric depuis leur mariage en 1875. Ensemble, ils avaient bâti un empire, survécu à l'agonie de leurs enfants et érigé des forteresses comme Indian Neck Hall ou les tours de Dark Island. Mais en 1916, la structure même de la vie de Frédéric se fissura. Emma commença à s'étioler dans les couloirs froids de leur domaine. Elle mourut cette année-là, de cause dite naturelle. Un euphémisme pour dire que son âme avait sans doute fini par se perdre dans l'immensité vide de leur palais. Frédéric se retrouva seul après 41 ans d'une union qui avait défini son ascension.
Il tenta d'enterrer son deuil sous le travail, mais le silence de Dark Island devint assourdissant. Il chercha le salut dans la vitesse, une drogue pour oublier le ralentissement inéluctable de sa propre vie. Il possédait une Mercedes-Benz 1906, un monstre de mécanique qu'il poussait à des allures suicidaires sur les routes de New York. Il fut même arrêté pour avoir atteint les 40 km/h, une vélocité jugée scandaleuse, presque obscène pour l'époque. C'était la course désespérée d'un homme qui essayait de distancer ses propres fantômes. La tragédie, insatiable, frappa encore en 1918. Son fils Howard, l'un des héritiers directs, s'éteignit à seulement 25 ans. Une maladie dont les détails restèrent flous, une ombre de plus sur le nom des Bourne. Frédéric avait enterré sa femme et maintenant un autre fils. La forteresse de pierre ne protégeait de rien. Au début de l'année 1919, Frédéric Gilbert Bourne a 67 ans. Il est assis au sommet d'une pyramide de 43 millions de dollars, mais il est un roi sans royaume. Il a quitté la présidence de Singer 14 ans plus tôt, restant un spectateur de luxe au conseil d'administration. Le monde qu'il a enrichi, celui de la vapeur, des privilèges héréditaires et de l'élégance brutale, est en train de s'effondrer sous les secousses de l'après-guerre. L'homme qui a commencé comme choriste et clerc de bibliothèque possède tout. Des yachts qui pourraient traverser les océans, des résidences qui ressemblent à des musées, une collection de voitures rutilantes, mais derrière le granit rose de Dark Island, le carillon de Westminster siffle une mélodie funèbre. La question n'est plus de savoir combien il possède, mais qui restera pour se disputer les lambeaux de ce qu'il a construit. Le château des mystères s'apprête à livrer sa dernière énigme. Que devient un empire? Quand son architecte n'a plus la force de tenir les plans, la Grande Guerre venait de s'achever, emportant avec elle les derniers vestiges d'une certaine idée du monde. Un ordre nouveau s'apprêtait à déferler. Celui du jazz, des fumeries clandestines et d'une jeunesse insolente qui n'avait que faire des valeurs rigides et corsetées du Gilded Age. Pour Frédéric Bourne, ce nouveau siècle était un vêtement trop serré. À la fin de l'hiver 1919, l'homme de fer commença à se briser. Sa santé se dégrada lentement, mois après mois, dans l'immensité glaciale d'Indian Neck Hall, ce domaine de Long Island où Emma avait déjà rendu son dernier souffle. On imagine Frédéric entouré d'une armée de domestiques au visage de cire, fixant les jardins embrumés en attendant la fin. Le 8 mars 1919, sentant le froid de la tombe l'envahir, il ajouta un codicille à son testament. Une dernière transaction avec l'éternité. 100 000 $ furent légués à la cathédrale de St. John the Divine à New York, accompagnés de 13 autres legs substantiels. On ne sait s'il s'agissait d'un acte de piété sincère ou d'un ultime pot de vin versé au ciel. Le lendemain, le 9 mars, Frédéric Gilbert Bourne s'éteignit. L'acte de décès mentionna l'épuisement et une urémie, une défaillance des reins. En réalité, c'est le poids d'un empire qu'il avait vidé. Il fut mis en terre le 13 mars lors de funérailles qui ressemblaient à un sommet des dieux de l'industrie. William Avery Rockefeller Jr., Cornelius Vanderbilt III et J.P. Morgan Jr. étaient là, en rang serré, pour saluer celui qui était né dans la poussière et qui repartait dans l'or. Sa fortune fut estimée à 43 millions de dollars. Un chiffre qui, loin d'être un héritage, allait devenir une malédiction. C'est ici que le récit bascule dans l'obscurité la plus totale. Frédéric avait prévu que son trésor soit divisé équitablement entre ses 7 enfants survivants. Sur le papier, c'était la justice d'un père. Dans les faits, ce fut le signal d'une guerre fratricide. 7 loups pour une seule carcasse. Arthur, l'aîné et trésorier de la Singer Manufacturing Company, se croyait l'héritier légitime du sceptre. Ses sœurs, May, Maria, Florence et Marjorie, ne l'entendaient pas ainsi. Les avocats se frottèrent les mains. La presse de l'époque nota avec une ironie cinglante que les enfants Bourne semblaient plus heureux de partager leur fortune avec leurs conseillers juridiques qu'entre eux. Le château de Dark Island devint le point de rupture. Quelques mois seulement après le décès du patriarche, Marjorie et sa sœur May rachetèrent les parts de leurs frères et sœurs pour la somme dérisoire de 389 000 $. Une insulte à la valeur réelle du domaine. Le ressentiment infusa dans le sang de la famille comme un poison lent. En novembre 1921,
la façade de décence s'effondra définitivement. Marjorie traîna son propre frère Arthur devant la Cour suprême de New York, l'accusant ouvertement de fraude massive concernant la vente de l'île. Les journaux se délectèrent de ces détails sordides, exposant au grand jour la cupidité et la haine d'une élite bénie par la chance mais dévorée par l'envie. L'argent n'avait pas acheté l'harmonie. Il avait financé la destruction du clan. Finalement, un accord fut trouvé dans l'ombre, bien que les détails restent enfouis sous les tapis de marbre du tribunal. Marjorie conserva Dark Island. En 1921, elle en obtint l'usage exclusif à vie. Le château allait enfin trouver un nouveau souffle, loin de l'amertume des procès. En décembre 1926, Marjorie épousa Alexander Dallas Thayer, dit Alec. Elle avait 36 ans, il en avait 40. Pour leur classe sociale, c'était un mariage tardif, presque suspect. Mais c'était surtout un mariage d'amour. Alec était un joueur de tennis reconnu, un habitué de l'US Open, un homme de plein air et de mouvement. Ensemble, ils décidèrent de transformer la forteresse paranoïaque de Frederick en une demeure estivale pleine de vie. Le couple ne se contenta pas d'habiter les lieux, ils les réinventèrent. Ils firent construire un appartement privé au 3e étage, une suite de luxe surplombant la piazza pour s'isoler du tumulte des invités. La structure de bois fut remplacée par de la pierre massive pour supporter ce nouvel ajout. Alec fit ériger un terrain de tennis spectaculaire à l'extrémité de l'île, entouré d'eau sur 3 côtés. On imagine les balles blanches fendant l'air alors que les énormes cargos passaient à quelques mètres, indifférents au jeu de l'élite. Ils avaient réussi à dompter le monstre de granit, à transformer une architecture de la surveillance en un écrin de romance. Le témoin silencieux, cette tour d'horloge qui avait vu mourir Frédéric et se déchirer ses enfants, observait désormais des jours plus doux. Le carillon de Westminster ne sonnait plus seulement pour marquer l'obsession du temps, mais pour accompagner les rires sur le court de tennis. Pourtant, le château de Singer garde en lui une vérité immuable. Les fondations sont plus profondes que les joies passagères. Sous le bonheur de Marjorie et Alec, les passages secrets et le donjon demeuraient, rappelant que chaque paradis est construit sur un abîme. On ne s'échappe jamais vraiment de l'ombre de celui qui a posé la première pierre. Dark Island reste là, solitaire sur son rocher, une sentinelle de granit qui nous rappelle que la grandeur a un prix et que le silence est la seule chose que l'on emporte vraiment avec soi. En 1928, pour l'anniversaire d'Alec, Marjorie ne se contente pas d'un présent ordinaire. Elle fait ériger, sur le flanc nord de l'île, un terrain de squash ultra-moderne, doublé d'une salle de thérapie sportive. C'est le luxe ultime du Gilded Age, soigner les corps d'une élite qui n'a plus besoin de travailler, dans un sanctuaire de pierre dédié aux mouvements inutiles. Mais derrière le bruit sec des balles contre les murs, un autre commerce, bien plus sombre, semble rythmer les nuits de Dark Island. Nous sommes en pleine prohibition. L'Amérique puritaine a banni l'alcool, créant instantanément l'un des marchés noirs les plus lucratifs de l'histoire. La frontière entre le Canada et les États-Unis n'est alors qu'une ligne invisible tracée sur les eaux capricieuses du Saint-Laurent. D'un côté, le whisky coule à flot. De l'autre, il est un crime. Dark Island, posé comme une sentinelle imprenable entre les deux nations, devient le suspect idéal pour les rumeurs les plus folles. On murmure que les tailleurs, malgré leur vernis de respectabilité, auraient transformé le chef-d'œuvre de Frederick Bourne en une plaque tournante pour les rum runners. Les passages secrets, autrefois conçus pour la paranoïa d'un industriel, servent désormais à dissimuler des caisses de spiritueux canadiens. Le donjon, les hangars à bateaux dissimulés, tout se prête à la contrebande à grande échelle. Dans les cercles mondains, on raconte que les vedettes rapides fendent l'obscurité pour livrer leur cargaison sous les yeux d'une garde-côte impuissante, tandis qu'à l'intérieur, les politiciens et les magnats trinquent avec le fruit du crime. Aucune preuve ne sera jamais produite, aucune arrestation ne viendra ternir le nom des tailleurs. Le silence de la pierre est leur meilleur complice, mais l'odeur du whisky et du danger colle à la légende du château, ajoutant une couche de soufre à son granit rose. Pendant 36 étés, Marjorie et Alec vivent une illusion de permanence. Ils possèdent 3 yachts, une flottille de canots et une armée de domestiques. Leur vie est une succession de parties de tennis, de parties de pêche et de réceptions somptueuses sous les étoiles du fleuve. Mais le temps est un créancier qui ne s'oublie jamais. En 1961,
Marjorie a 71 ans, Alec 73. Le château est immense, mais il est vide. Ils n'ont pas d'enfants. La lignée des Bourne s'arrête ici, sur ce rocher que personne ne viendra réclamer par le sang. Le 27 décembre 1961, dans un geste qui ressemble à un abandon final, Marjorie vend Dark Island à l'Académie militaire LaSalle pour la somme dérisoire de $100. C'est moins que le prix d'un dîner dans l'un de ses clubs privés. C'est le prix du renoncement. L'ancien domaine d'Indian Neck Hall, la demeure de 110 pièces de son père, avait déjà été converti en école militaire catholique. Marjorie boucle la boucle, offrant son paradis à une institution religieuse, comme pour laver les péchés réels ou supposés de son passé. Elle meurt l'année suivante, à 72 ans. Alec lui survit 6 ans, mais il ne remettra plus jamais les pieds sur l'île. Le silence du château, sans le rire de Marjorie, lui est insupportable. À sa mort en 1968, le dernier lien vivant avec l'ère de Frederick Bourne se brise définitivement. L'Académie militaire LaSalle se retrouve avec un cadeau empoisonné. Que faire d'une forteresse médiévale sur une île isolée, sans eau courante municipale et dépendante de générateurs capricieux? Pour ses frères chrétiens, habitués à la discipline et à l'austérité de Long Island, les défis logistiques de Dark Island sont insurmontables. Entre 1962 et 1965, le château de Singer sombre dans un abandon tragique. L'hiver, le Saint-Laurent ne pardonne pas. Les glaces enserrent l'île, transformant le granit en un tombeau de givre. À l'intérieur, le désastre est silencieux. Les tuyaux gèlent et explosent, inondant les parquets de marbre. Le papier peint, autrefois choisi avec soin, se décolle comme une peau morte sous l'effet de l'humidité rampante. Les meubles, témoins des soirées de Vanderbilt et Morgan, pourrissent sur place ou sont pillés par des rôdeurs venus par les eaux. La splendeur du Gilded Age se dissout dans la moisissure, mais l'histoire de Dark Island refuse de s'éteindre. En avril 1965, pour $35 000 le prix d'une trahison, les frères chrétiens vendent l'île à la Harold Martin Evangelistic Association. Un ancien aumônier de l'aviation royale canadienne, le docteur Harold George Martin, s'apprête à faire entrer la parole de Dieu dans les murs qui abritaient autrefois les secrets des bootleggers. Avant de découvrir comment un évangéliste a transformé ce palais de la démesure en un sanctuaire religieux et le destin final de ces 28 pièces hantées par le profit. Rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de l'ultime chapitre de cette épopée. Le témoin silencieux de cette nouvelle ère n'est plus un industriel paranoïaque, mais un homme de Dieu au regard d'acier. Le docteur Harold Martin, un Québécois aux racines norvégiennes, s'empare de l'île comme on prend possession d'une terre sainte. Il rebaptise le rocher de granit Château Jorsta, un nom qui claque comme un psaume oublié, en hommage à son grand-père Martin Jorsta. Avec son épouse Héloïse, il ne cherche pas à impressionner la haute société new-yorkaise. Il veut transformer cet enfer de pierre en un purgatoire pour l'âme. Son projet est clair. Offrir un sanctuaire aux missionnaires et aux ministres du culte épuisés par leur apostolat. Mais dans un château bâti sur l'espionnage et le profit, la sainteté a un goût de cendre. La salle du petit déjeuner, là où les Bourne surveillaient autrefois le passage des navires marchands, est brutalement convertie en chapelle. Chaque dimanche matin, l'encens remplace l'odeur du tabac coûteux. Martin ouvre les portes au public, transformant le domaine privé en un théâtre religieux à ciel ouvert. Mais la piété n'éteint pas la convoitise. Les voisins, ces observateurs acides du fleuve, ne voient pas en Martin un saint, mais un évadé fiscal. L'île bénéficiait d'une exemption d'impôts sous l'égide des frères chrétiens, et Martin comptait bien conserver ce privilège. La haine de classe change de visage. Ce sont désormais les propriétaires terriens qui traînent l'évangéliste devant les tribunaux, l'accusant d'utiliser le sacré pour masquer une simple résidence d'été. La bataille juridique est féroce, publique, humiliante. Martin gagne, prouvant que ses sermons dominicaux suffisent à sanctifier ses privilèges, mais la victoire laisse une tache indélébile sur le nom de Jorsta. L'opacité s'installe. Pourquoi avoir changé le nom? Pourquoi ce secret persistant? Le mystère de Singer Castle ne meurt pas, il s'adapte. Alors que les années pèsent sur les Martins, le château commence à les dévorer. En 1985, le coût de l'entretien devient une hémorragie financière.
Ils mettent le domaine en vente pour 5 millions de dollars, une somme astronomique pour une ruine de prestige isolée sur un fleuve gelé. Les magazines de luxe du monde entier s'emparent de l'annonce. C'est à ce moment qu'un coup de théâtre monumental resette l'attention du monde. Michael Jackson, au sommet de sa gloire planétaire, tente d'acheter le château. Le roi de la pop veut son Neverland sur le Saint-Laurent. Mais Martin, dans un dernier sursaut de fierté ou de rigorisme religieux, éconduit l'icône mondiale. On n'achète pas une forteresse de Dieu avec de l'argent profane. Le refus de Martin signe l'arrêt de mort de la splendeur. Pendant des décennies, le château reste en suspens, livré aux éléments et aux prédateurs. Le déclin s'accélère. Ce n'est plus une demeure. C'est une carcasse que l'on dépouille. Les luminaires d'origine, les meubles massifs et les reliques de l'ère Bourne disparaissent dans la nuit, volés par des pillards ou déplacés par des mains obscures prétendant les protéger. Les générateurs rendent l'âme, le chauffage s'éteint. Le labyrinthe des passages secrets, autrefois chef-d'œuvre d'ingénierie, devient un piège mortel. Les câbles électriques pourrissent dans l'humidité et des légendes urbaines naissent sur des visiteurs égarés dans les murs, incapables de retrouver la sortie dans l'obscurité totale. Le donjon, ce trou noir sous le bureau de Bourne, alimente les fantasmes les plus sordides. On ne parle plus d'architecture, on parle de malédiction. En 2001, alors que le château semble condamné à s'effondrer dans le fleuve, un nouveau prédateur entre en scène, Farhad Vladi. Ce magnat de l'immobilier basé à Hambourg, spécialisé dans la vente d'îles privées pour milliardaires, voit le potentiel commercial là où tout le monde voit des fantômes. Avec ses partenaires européens, il rachète Dark Island et lance un plan de restauration titanesque. Il ne s'agit plus d'habiter le château, mais de le mettre en scène. On stabilise la structure. On répare les blessures les plus béantes du granit et on adapte les 28 pièces pour le tourisme de masse. En 2003, les portes s'ouvrent à nouveau. Aujourd'hui, le carillon de Westminster résonne pour les touristes qui paient leur ticket pour frissonner dans les couloirs dérobés. On leur montre les armures, on leur narre les rumeurs de contrebande. Mais on ne leur dit pas tout. Le témoin silencieux, cette île sombre qui a vu passer la misère d'un choriste, l'arrogance d'un président de multinationale, la haine de 7 héritiers et la piété suspecte d'un évangéliste, garde ses secrets les plus profonds bien au-delà des circuits guidés. Singer Castle est une cicatrice de pierre sur le Saint-Laurent, un monument à la vanité humaine qui refuse de mourir. L'or des horloges était peu être un mythe, mais le sang et les larmes versées pour les construire, eux, sont bien réels. Désormais, les grilles de fer forgées de Dark Island ne grincent plus sous le poids du secret, mais sous celui des devises. Les visiteurs peuvent enfin gravir les marches de pierre, ces mêmes dalles que les pieds de la haute société foulaient avec une morgue souveraine. Ce qui frappe, ce qui glace, c'est l'immobilité du lieu. Contrairement au château de Bolt, transformé depuis des décennies en une attraction polie pour les familles en vacances, Singer Castle est resté une forteresse privée, un bocal de granit où le temps s'est arrêté. On n'y a jamais admis le public du vivant de Frederick Bourne, ni durant les années mélancoliques des tailleurs. Pas même sous l'occupation pieuse des Martins. C'est une capsule de venin du Gilded Age, intacte, dont l'intérieur exhale encore l'odeur du noyer ciré et de l'arrogance tranquille. Le marketing a repris ses droits sur la mémoire. On a rendu au château son nom de Singer. Non par respect pour l'inventeur, mais parce que le prestige d'une marque multinationale se vend mieux que le nom d'un évangéliste oublié. En 2006, Sotheby's International Realty a mis l'île sur le marché pour 22 millions de dollars, un chiffre qui a grimpé jusqu'à 24 millions et demi. Le château est devenu une marchandise de luxe, une relique pour millionnaires en quête d'histoire. Chaque saison, 35 000 curieux défilent dans le grand hall, la bibliothèque et la tour de l'horloge. Certains paient même le prix fort pour passer une nuit dans la suite royale, dormant là où les Bournes recevaient l'élite de l'Amérique, ignorant que les murs qui les entourent ont des oreilles et des yeux. On y célèbre des mariages, on y échange des vœux éternels devant un décor gothique, oubliant que ce lieu fut le théâtre d'une désintégration familiale sans précédent. Mais se tenir aujourd'hui dans l'ombre de Singer Castle, c'est se tenir au carrefour de l'ambition américaine et de sa tragédie inévitable. Ces pierres roses ne se sont pas empilées par miracle. Elles ont été taillées, portées
et scellés par des ouvriers immigrés dont le salaire annuel représentait moins que l'argent de poche que Frederick Bourne dépensait en cigares. Ces couloirs dérobés que les touristes parcourent avec un frisson d'amusement n'avaient rien de romantique. C'étaient des veines d'apartheid social. Ils ont été conçus pour que les domestiques, cette classe invisible, puissent circuler sans jamais souiller le regard des maîtres. On voulait le service, mais on refusait de voir l'humanité de ceux qui le rendaient. Les employés glissaient comme des spectres dans les parois, fantômes vivants au service de vivants déjà morts d'ennui et de richesse. Le château est le miroir déformant d'une époque qui ne connaissait pas la mesure. Frederick Bourne était, certes, un homme qui s'était bâti seul. Un esprit brillant qui avait mis la technologie à la portée des foyers modestes, offrant aux femmes un outil d'émancipation. Il était généreux, finançant des casernes de pompiers et des infrastructures. Mais c'était aussi un homme qui accumulait l'or à une échelle que l'esprit humain peine à concevoir. Pendant que des millions d'Américains s'entassaient dans la misère des taudis, il érigeait des palais, tandis que des ouvriers risquaient leur vie pour quelques dollars par semaine, il meublait des salons dont le coût aurait pu nourrir des villes entières. Et à sa mort, ses enfants se sont jetés sur son cadavre financier avec une rapacité qui a écœuré jusqu'aux journalistes les plus blasés des années 20. Le donjon n'était pas une fantaisie architecturale innocente. C'était un puits froid, un trou noir destiné à évoquer la puissance féodale et la domination absolue. L'isolement de Dark Island n'était pas une quête de sérénité, mais une recherche d'impunité. Loin des regards de la loi, loin de la surveillance publique, l'élite pouvait s'affranchir des règles. Les rumeurs de contrebande durant la Prohibition ne sont que le reflet d'une vérité plus vaste. Les riches ont toujours vécu selon leurs propres lois. Pendant qu'on jetait en prison l'homme du peuple pour une bouteille de whisky, les maîtres de Dark Island faisaient transiter l'alcool par des canaux privés, riant de la morale qu'ils imposaient aux autres. Le déclin progressif du château après 1919 n'est pas un accident économique. C'est la preuve qu'un empire bâti par un individu ne peut survivre à son créateur. Les enfants de Frederick n'ont pu maintenir ce qu'il avait construit parce qu'ils n'avaient jamais eu à poser une brique. Ils n'avaient hérité que du résultat, pas de la vision, ni de la rage de réussir. L'héritage sans le génie ne produit que de la poussière. Singer Castle n'est pas un cas unique. C'est un avertissement de pierre posé sur les eaux sombres du Saint-Laurent. Le témoin silencieux reste là, imperturbable. Les 4 horloges de la tour continuent de décompter les minutes d'un monde qui n'existe plus, indifférente aux touristes comme elle l'était aux milliardaires. Elle marque le passage d'une ambition qui s'est voulue éternelle et qui n'est plus qu'une curiosité de passage. Le château de Singer nous rappelle que peu importe l'épaisseur des murs ou la complexité des passages secrets, le temps finit toujours par trouver un chemin pour entrer. Et quand il entre, il ne laisse derrière lui que des histoires qu'on raconte pour oublier que nous sommes, nous aussi, des ombres de passage. À travers l'immensité du continent américain, l'âge d'or a accouché de centaines de domaines cyclopéens. Des barons voleurs et des titans de l'industrie y ont érigé des temples à leur propre gloire, convaincus que leur sang et leur or régneraient pour l'éternité. Ils se trompaient. La plupart de ces palais ont disparu, dévorés par les flammes, rasés par les bulldozers, ou dépecés en lotissements vulgaires. Indian Neck Hall, la demeure colossale de Frederick Bourne sur Long Island, tient encore debout. Mais ce n'est plus qu'une carcasse vidée de son âme. Vendue après sa mort, transformée en académie militaire, puis rachetée par l'université St. John, elle est tombée en 2006 entre les mains d'un groupe éducatif étranger pour 22 millions de dollars. Un siècle a passé sans qu'un seul Bourne n'en foule les parquets. Le destin du voisin n'est pas plus enviable. Idlehour, le domaine de William Kissam Vanderbilt, est aujourd'hui une succession de salles de classe. Là où l'on servait le caviar et où l'on décidait du sort des marchés financiers, des étudiants griffonnent désormais des notes sur des pupitres anonymes. Les quais privés, qui accueillaient autrefois les plus grands yachts du monde, sont devenus des promenades publiques. C'est le cycle immuable de la démesure. Ces monuments au narcissisme individuel ne pouvaient pas survivre à la réalité économique d'une Amérique qui changeait de visage. Ils exigeaient trop de serviteurs, trop d'entretien, trop de sacrifices à une époque qui préférait désormais l'efficacité à l'ostentation. Les tragédies qui ont frappé la lignée des Bourne, la mort d'Emma, l'agonie prématurée d'Howard, le décès de Frederick
et les guerres intestines pour l'héritage n'étaient pas des exceptions. C'était la norme. L'opulence accumulée par une génération de bâtisseurs enragés a presque toujours été dilapidée par des héritiers nés dans la soie, dépourvus du feu sacré qui avait permis de forger de tels empires. L'argent sans le travail n'est qu'un sable qui glisse entre les doigts. Pourtant, la survie de Singer Castle tient du miracle. Contrairement aux autres domaines, Dark Island est resté dans le giron de la famille pendant 43 ans après la disparition du patriarche. Marjorie et Alec Tyler ont aimé ce rocher. Ils y ont passé 36 étés, soignant chaque pierre, chaque jardin, chaque court de tennis. Lorsqu'ils ne purent plus tenir la barre, ils ont confié le navire à une institution en laquelle ils avaient foi. Même les années controversées du docteur Martin ont agi comme un bouclier, empêchant les promoteurs de raser le château pour en faire des résidences modernes et insipides. Aujourd'hui, Singer Castle est une attraction touristique. Frederick Bourne aurait sans doute détesté l'idée que 35 000 étrangers foulent ses tapis chaque année. Mais c'est le prix de sa survie. Pour quelques centaines de dollars, n'importe qui peut désormais dormir dans la suite royale, là où les puissants de ce monde complotaient autrefois dans le plus grand secret. Ce monument à l'exclusivité est devenu un bien commun, une fenêtre ouverte sur une ère de contrastes brutaux. Quel est le véritable héritage de ce lieu ? Est-ce la prouesse architecturale d'Ernest Flagg ? Est-ce le conte de fées capitaliste de Frederick Bourne, ce gamin pauvre devenu milliardaire par la seule force de sa volonté ? Ou est-ce le drame sordide d'une famille qui s'est entre-déchirée pour des dollars ? La réponse est dans les murs. Le château nous force à regarder la complexité de l'histoire en face. Il nous montre l'ambition et la cupidité, l'innovation et l'exploitation, la beauté et l'obscurité, le tout scellé dans le même granit rose. Les passages secrets sont la métaphore ultime de cette époque. En surface, tout est grand, impressionnant, solennel. Mais à l'intérieur des parois, il existe des canaux sombres, des chemins invisibles où la réalité était bien différente des sourires de façade. C'était vrai pour la bâtisse, et c'était vrai pour le Gilded Age lui-même. Un âge qui brillait d'un éclat doré mais qui cachait, dans ses recoins les plus sombres, une inégalité féroce et une solitude abyssale. Le témoin silencieux, cette tour d'horloge qui domine toujours le fleuve Saint-Laurent, continue de marquer les quarts d'heure. Ses cloches résonnent au-dessus des eaux noires, indifférentes aux touristes, aux fantômes des serviteurs et aux rêves brisés des milliardaires. La légende de l'or massif dans son mécanisme n'était qu'un mensonge pour attirer les regards. Le véritable trésor du château de Singer, c'est ce qu'il nous murmure à l'oreille. Que nous ne sommes que les locataires temporaires de nos propres ambitions. Les empires s'effondrent, les familles se dispersent, et à la fin, il ne reste que la pierre, le vent sur le fleuve et le silence de ceux qui ont tout possédé, mais n'ont rien pu emporter. La véritable tragédie du château de Singer n'est pas nichée dans les registres de décès d'Emma et de Ward, ni dans la haine recuite des enfants Bourne se déchirant pour des dollars tachés de mépris. Elle ne réside pas non plus dans les tuyaux gelés ou le papier peint qui se décolle. La tragédie, la vraie, c'est que Frederick Bourne, malgré ses millions, ses gratte-ciel et ses armures, n'a jamais pu s'acheter un sauf-conduit contre la condition humaine. Son or n'a pas pu réchauffer le corps froid de sa femme. Sa forteresse n'a pas pu empêcher la dissolution de son sang. Ses passages secrets ne menaient nulle part, sinon vers la vérité qu'il a passé sa vie à fuir à 30 000 à l'heure. Les empires s'écroulent, les fortunes se dispersent comme des cendres, et à la fin, il ne reste que la pierre froide et une mémoire qui s'efface. Si vous prenez aujourd'hui un bateau pour Dark Island, le château vous accueille avec la même arrogance qu'il y a un siècle. Mais le salut est désormais teinté d'une ironie féroce. Ces murs de granit, qui ne connaissaient autrefois que le pas feutré des millionnaires et le murmure des complots industriels, accueillent aujourd'hui des touristes en short et des couples de jeunes mariés en quête de clichés. Les hangars qui abritaient les yachts à vapeur de Bourne voient défiler des bateaux-taxis et des embarcations de plaisance bruyantes. En franchissant le seuil, vous pénétrez dans des pièces qui respirent une histoire que l'argent ne peut plus contrôler. Le Grand Hall, où Cornelius Vanderbilt et J.P. Morgan fixaient les prix de l'acier en fumant des cigares importés, est devenu un décor de théâtre. La bibliothèque, où Marjorie et Alec cherchaient un peu de silence,
et scrutée par des yeux curieux, la tour de l'horloge continue de battre le rythme, indifférente à ceux qui possèdent les heures en bas. Elle sonne pour tout le monde désormais. C'est la démocratie de la pierre. Mais si vous vous aventurez plus profondément dans les veines de la bâtisse, dans ces espaces étroits entre les cloisons, l'atmosphère change. Les passages secrets sont plus sombres que ne le suggèrent les brochures. Plus froids. Les grilles d'observation fixent les pièces vides comme des yeux de cadavres. Le donjon attend dans son trou de fondation, patient, pour un but qui n'est jamais venu et qui ne viendra jamais. C'était un caprice de tyran, c'est devenu un vide absurde. En été, les invités d'un mariage dansent là où les enfants bournes pleuraient leurs frères morts. Les visiteurs d'une nuit dorment dans des lits, placés là où les domestiques surgissaient, autrefois par des portes dérobées. On photographie des détails architecturaux qui avaient été conçus pour intimider, pas pour inspirer. Le château est devenu ce que Frederick Bourne aurait détesté par-dessus tout, un lieu public. Singer Castle n'est plus une forteresse. Ce n'est plus un symbole de puissance ou de richesse. C'est quelque chose de beaucoup plus inquiétant, un monument à l'impermanence habillé de roches éternelles. Il se tient à la frontière de deux pays, entre le passé et le présent, entre les rêves que nous bâtissons et les ruines que nous devenons. Frederick Gilbert Bourne croyait construire une dynastie, un héritage gravé dans le granit et les tuiles espagnoles. Il a réussi, mais de la manière la plus cruelle qui soit. Le bâtiment perdure, mais il perdure sans lui. Il survit sans sa famille, sans le moindre souvenir de ce que l'on ressentait lorsque ces couloirs étaient un foyer plutôt qu'une exposition. La survie du château rend la famille invisible. Les visiteurs ignorent le nom de Frédéric. Ils ne savent rien de l'agonie d'Emma ou des procès amers des héritiers. Ils connaissent le château Singer. Ils connaissent les passages secrets. Ils connaissent les histoires de fantômes. Ils ignorent l'homme qui est parti de rien pour tout avoir, avant de découvrir que le tout et le rien se ressemblent étrangement quand on rend l'âme. Avant de quitter ces rives et de laisser les ombres reprendre leurs droits, posez-vous une dernière question sur le prix de l'éternité. Et rejoignez notre cercle pour explorer d'autres vestiges où l'ambition humaine s'est brisée sur le temps. C'est peu. Être ainsi que les choses doivent être. Le château a toujours été une affaire de secret. Des couloirs dans les murs, des pièces dans les pièces, des vérités cachées derrière le roc. Et le plus grand secret est celui que la bâtisse garde aujourd'hui. Tous les monuments finissent par oublier ceux qu'ils étaient censés immortaliser. Le carillon de Westminster résonne sur l'eau, les vagues se brisent contre la rive rocheuse. Les touristes prennent leurs photos et s'en vont. Le château reste, beau et creux, une coquille habitée uniquement par les échos de rires vieux d'un siècle. Des murmures de serviteurs morts depuis longtemps et le son de pas qui pourraient être ceux des visiteurs ou ceux des spectres. Il est impossible de faire la différence, et au fond, personne ne s'en soucie plus. Singer Castle endure, mais ce qu'il préserve n'est pas le rêve de permanence de son créateur. Il préserve la leçon que Bourne a apprise trop tard. La pierre survit à l'ambition, les bâtiments survivent aux bâtisseurs. Et la seule chose plus tragique que d'être oublié, c'est d'être ainsi commémoré. Un nom sur une brochure, un fantôme dans un mur de granit, et le silence souverain d'un fleuve qui finira par tout emporter.